Aujourd'hui, au moment où je filme, on se retrouve pour le bilan culturel d'octobre. En réalité, on n'est que le 30 octobre au moment où je filme, mais concrètement, déjà je suis pas sûre que je regarderai ou que je lirai quelque chose demain, mais en plus c'est pas bien grave, je le mettrai dans celui du mois prochain parce que ça m'arrange que cette vidéo sorte dimanche. Ce mois-ci, c'était un petit peu particulier parce que j'ai vraiment fait un sprint au début du mois où au début du mois j'ai lu, j'ai regardé plein de choses, du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous parler. En fait, à peu près pareil que les précédentes vidéos, hein. C'est assez équilibré en fait. Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai fini il y a pas très longtemps, c'était il y a quelques jours, mais concrètement, à part ça, je pense que ça fait vraiment bien 2 semaines que j'ai rien noté de particulier. Après, je crois que j'ai regardé 1 ou 2 documentaires, un truc, mais juste, ça m'a pas suffisamment intéressée ou j'étais pas en tout cas suffisamment concentrée pour en ressortir quoi que ce soit de vraiment intéressant. Du coup, je les ai même pas notés, donc voilà. Je suis mitigée en fait. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si je suis vraiment satisfaite de moi-même ou pas, enfin genre, disons c'est comme ça, mais si je pouvais faire mieux le mois prochain, ce serait chouette. En premier ce mois-ci, j'ai regardé un film, alors c'était pas tout à fait le premier du mois parce que je crois que je vous avais parlé dans le dernier bilan culturel de films que j'avais déjà vu en octobre aussi, mais bon peu importe. C'est un film de Rupert Sanders, c'est un film qui vient des États-Unis, qui date de 2017. Je vais pas en parler vraiment en détail parce que je pense que pratiquement tout le monde a vu ce film. C'est un film de science-fiction, il y a franchement des images qui sont vraiment magnifiques. Concrètement, pendant tout le film, j'ai été vraiment fascinée par la beauté des images. Ouais, c'est vraiment un type d'image que j'aime énormément. Je trouve que les plans étaient hyper bien faits et tout, que tout était vraiment pensé tout le temps dans le film et ça m'a vraiment fascinée, presque à tel point que j'arrivais pas forcément à me concentrer vraiment sur l'histoire. Après, je me rappelle que c'était un jour où j'étais très fatiguée, donc c'est peut-être pour ça aussi. J'ai pas grand chose de plus à en dire, c'était juste un film hyper cool à regarder. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que je venais de faire toute une série de films que j'avais détesté regarder, et du coup, voilà, c'était chouette. En film, j'ai aussi regardé Seberg de Benedict Andrews, qui est aussi un film des États-Unis qui date de 2020 cette fois. En fait, j'étais un petit peu partagée en le regardant parce que en fait, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé ce qui était raconté, je trouve que le film était assez agréable à regarder, mais je crois que j'ai été quand même un peu dérangée par le point de vue du film. Parce que c'est quand même une histoire où on parle des Black Panthers, où on parle du mouvement des droits civiques aux États-Unis. On a un petit peu accès à quelques éléments, on va comprendre quelques petits détails par rapport à différents groupes de lutte, différents groupes politiques qui luttent pour les droits civiques justement aux États-Unis. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu gênée qu'on se concentre du coup sur cette actrice française riche qui oui a vécu un harcèlement horrible, qui a vécu l'acharnement du FBI et ainsi de suite, mais il y a peut-être rien à reprocher au film en lui-même, c'est juste que moi c'est pas ce point de vue là en fait qui m'intéressait, c'était pas le point de vue de cette femme-là que j'avais envie de connaître, et voilà. Donc c'est pas forcément contre le film était agréable à regarder, c'était une chouette histoire, c'était intéressant. En fait, j'aurais préféré avoir accès à cette histoire via un autre point de vue. En fait, dans le film, on comprend vraiment qu'elle souffre, on comprend qu'elle vit clairement un acharnement, qu'elle est prise pour cible par les autorités américaines, et ça, on le comprend bien. Ce qu'elle vit, elle, la souffrance qu'elle vit, la souffrance qu'on nous montre, et qui est réelle et qui est elle est dans une situation qui est très difficile, on va pas le enfin je peux pas le nier, mais il n'y a pas de perspective, il n'y a aucune mise en perspective de sa situation à elle par rapport aux personnes qu'elle cherche à aider, par rapport à ces personnes qu'elle a rencontrées, ces personnes qui participent à ces mouvements de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il n'y a pas de perspective qui est mise entre ce qu'elle vit elle et ce qu'ils vivent eux en fait. Oui, elle veut les aider, mais finalement elle les aide de manière assez naïve. Et à la fin du film, en fait, j'arrive pas bien à comprendre en quoi son aide a réellement aidé. Et voilà, en fait, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup de représentations. En fait, elle a beaucoup. En fait, je suis vraiment partagée par ce film. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'en sais rien. Si vous avez la réponse, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Après, c'est un film qui est très récent, moi je l'ai vu sur Amazon Prime, mais ouais, voilà. J'ai vu aussi un 3e et dernier film qui s'appelle Crown Heights de Matt Ruskin, qui est aussi un film des États-Unis et qui date de 2017. C'est vachement bizarre parce que en fait, très souvent j'essaie de varier l'origine des films que je regarde et du coup je me rends compte que ce mois-ci j'ai regardé vraiment que des films qui viennent des États-Unis. En même temps, je crois que j'ai pratiquement tout regardé sur Amazon Prime et il y a
vraiment principalement des films des États-Unis qui sont proposés, j'ai l'impression. En fait, c'est une histoire d'erreur judiciaire et pire que ça, c'est une histoire presque de complot judiciaire. Complot, c'est un mot très fort parce que pour parler de ça, parce qu'en réalité, c'est vraiment de la négligence. C'est vraiment une suite de négligence et de je m'en foutisme de la part des institutions judiciaires qui font qu'on arrive à une erreur policière. Ça se passe dans les années 80. C'est un homme noir qui est du coup accusé de crimes qu'il n'a pas commis lors d'une fusillade qui a lieu, je sais plus dans quelle ville ça a lieu, est-ce que j'ai noté ça? Non, j'ai pas noté. On comprend vraiment au fil du film que c'est pas une simple erreur, que c'est juste que c'est un travail qui a été tellement bâclé, qui a été tellement négligent. C'est vraiment genre juste... En fait, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu vraiment d'enquête, c'est juste... Il y avait cet homme noir, et on a décidé qu'il était coupable, parce qu'en fait, c'était plus simple, parce que si c'était lui qui était coupable, en fait, on n'avait pas besoin de chercher le vrai coupable, donc bon, c'était fait, c'était une affaire classée, c'était réglé, quoi. En fait, ce film-là m'a vraiment laissé cette impression-là, que c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là, et c'est un film qui est basé sur une histoire vraie, hein, donc ça s'est vraiment passé. Après, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas, c'est basé vraiment sur une histoire vraie. Et ouais, ce que j'ai vraiment retenu comme message du film, c'est vraiment, mais pourquoi se faire chier à faire une enquête si on peut juste prendre un homme noir et dire il est coupable, et c'est bon, il est coupable, et puis on a réglé le problème. Alors évidemment, le problème n'est pas réellement réglé, mais en tout cas, on a donné l'impression que le problème était réglé, on a mis un coupable, alors pas le bon, mais au moins on a mis un coupable en prison, et on considère que l'affaire est réglée, alors que déjà pas du tout, ça veut dire qu'on met des innocents en prison, mais en plus de mettre des innocents en prison, ça veut dire qu'on a des coupables dehors. Ce qu'il y a dans cette histoire, c'est que oui, il y a le stéréotype raciste, parce que évidemment ce ne serait pas arrivé à un homme blanc, mais c'est pas que le stéréotype raciste, c'est le stéréotype raciste couplé à tout un système. Voilà, et c'est un film qui nous fait bien comprendre la lenteur de la justice, les inégalités aussi de la justice, qu'on n'est clairement pas tous égaux face à la justice, et là c'est un film qui se passe aux États-Unis, mais concrètement, en France c'est pas mieux. J'irai pas jusqu'à dire que c'est pire parce que je connais probablement pas assez les États-Unis pour le dire, mais c'est pas mieux. Ce mois-ci, j'étais aussi plutôt bien partie pour écouter des podcasts. Il y a plusieurs personnes que je suis sur Instagram qui font des podcasts et où je sais que j'ai jamais été écouter leurs podcasts. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que ça tombe pas au bon moment en fait quand je les vois passer, genre c'est jamais le bon moment. Mais du coup là j'ai regardé un petit peu parce que j'avais envie d'écouter des podcasts, donc je suis allée un petit peu chercher dans les comptes que je suivais sur Instagram. Donc je suis tombée sur Mécréante qui a lancé un podcast il y a pas si longtemps que ça. C'est un compte Instagram que je suis depuis longtemps, mais toujours un petit peu de loin, en mode un jour il faudrait vraiment que je regarde de plus près ce qui se passe sur ce compte là, mais c'est toujours je vais tomber sur une publication de temps en temps et puis finalement j'oublie et puis je passe à autre chose, mais généralement ça finit par arriver, et là c'est ce qui s'est passé. Je me suis un petit peu penchée sur ce compte là, j'ai un petit peu regardé ce qu'elle faisait plus en détail, et du coup j'ai écouté tous les podcasts qu'elle a fait pour l'instant. Il y en a 3, hein, donc c'est pas non plus des journées et des journées d'écoute, enfin c'est assez rapide, et c'est des podcasts aussi qui passent assez rapidement parce qu'en fait ils sont très prenants. En fait c'est le genre de podcast auquel je réponds et je parle toute seule chez moi. En général c'est un bon indicateur pour savoir si j'aime bien un podcast ou pas, c'est si je lui réponds. Bon après si je lui gueule dessus c'est pas forcément non plus un bon podcast, mais si genre je commence à parler toute seule et à communiquer moi-même avec le podcast chez moi, tout va bien dans ma vie. Bref voilà, c'est des podcasts que j'ai beaucoup aimés. Les titres de ces podcasts, c'est Il fallait partir, C'est dans la nature, Le mal est dominant et Il fallait porter plainte. Je vais en dire un peu plus, j'ai noté quelques détails sur mon ordi. En fait j'ai mon ordinateur qui est là où je note au fur et à mesure du mois les choses que je regarde, les choses trucs, parce que sinon concrètement j'oublie. Voilà, donc le premier, Il fallait partir, il est évidemment sur les violences conjugales. Alors Il fallait partir, il faut évidemment pas le prendre au pied de la lettre, c'est pas du tout un podcast qui va aller culpabiliser les femmes qui restent, pas du tout, au contraire, c'est vraiment plutôt un podcast qui va expliquer pourquoi on reste, et c'était hyper intéressant. Pour avoir moi-même personnellement vécu les violences conjugales, il y a plusieurs aspects du podcast, il y a plusieurs aspects des témoignages de femmes qui témoignent dans le podcast. Je sais plus s'il y a plusieurs femmes ou s'il y a qu'une seule femme qui témoigne, je me rappelle plus, mais je me souviens m'être reconnue dans des témoignages, d'avoir eu cette impression de retrouver certains éléments que j'avais vécus dans les témoignages des personnes qui participaient de là, ou des personnes qui participaient. Ouais, je trouve qu'il permet vraiment de bien comprendre certains mécanismes des violences conjugales, certains mécanismes de l'emprise des hommes
violence sur leur compagne, et peut-être des aspects, parce que moi je parle régulièrement quand même du cycle de la violence, j'en ferai peut-être une vidéo, mais j'en ai déjà parlé sur Twitter, sur Instagram. J'ai un article aussi sur mon blog sur le sujet du cycle des violences conjugales. Mais là, on a vraiment des mécanismes beaucoup plus, des mécanismes beaucoup plus insidieux. Elle nous parle vraiment de certaines choses dans lesquelles je me suis reconnue, mais auxquelles j'aurais pas pensé directement en fait pour en parler. C'est important de connaître tous ces détails pour pouvoir vraiment les repérer, pour pouvoir voir en fait, pour pouvoir se rendre compte de sa situation, parce que en fait souvent on se rend pas compte en fait. On va pas arrêter de dire non, c'est pas vraiment des violences, non, il m'a pas vraiment frappé, il m'a juste bousculé, mais non. Quand il fait ça, c'est juste parce qu'il est amoureux et puis il se rend pas compte et puis il arrive pas. Enfin, en fait, on va chercher des excuses. On va tout le temps chercher des excuses et jusqu'au moment où il va se passer le truc, mais du coup, ce sera quelque chose de dramatique. En fait, il va se passer quelque chose de vraiment grave et c'est à ce moment-là qu'on va se dire. Ouais non ok, là... Enfin je sais que par exemple dans mon cas, c'est le jour où je me suis retrouvée avec un cocard. Genre en fait concrètement, tant que je me faisais violenter mais qu'il n'y avait aucune trace sur mon corps, je me disais non c'est pas des violences, c'est pas assez violent, ça laisse pas de traces, gna gna gna. Et au bout d'un moment je me suis retrouvée avec un œil au beurre noir et là j'ai compris. Et sauf que le moment où tu comprends, bah en règle générale c'est trop tard. Tu t'es fait isoler de ta famille, tu t'es fait isoler de tes proches, t'es tout seul, enfin bref. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo. J'ai commencé jeudi une série sur la précarité des femmes, je vous invite à aller la regarder, je la mettrai dans le petit i de toute façon, mais je vais probablement lancer aussi une série sur les violences conjugales pour parler de différents aspects des violences conjugales, parce que faire une seule vidéo dédiée aux violences conjugales, ça me paraît pas possible, ça me paraît vraiment trop résumé ou donner des informations vraiment pas assez précises. Surtout que je sais que j'ai tendance à m'étaler beaucoup et à me répéter beaucoup. J'essaie de travailler un peu sur tout ça, de faire des vidéos moins longues, mais c'est compliqué. Et puis à mon avis celle-là va être vraiment longue, mais bon tant pis. Le deuxième podcast de Mécréante que j'ai regardé, du coup c'était C'est comme ça, le mal est dominant, quelque chose comme ça. Et du coup c'est un dialogue avec une éthologue. Et en fait elle va parler des comparaisons qu'on peut voir un peu partout, des parallèles qui sont faits entre le comportement des mâles dans le règne animalier, chez les animaux non humains, et chez le mâle humain, donc l'homme, que c'est quelque chose qui est très souvent fait, qu'il y a énormément de parallèles, qu'on utilise souvent les animaux pour parler de l'humain, et qu'en fait on devrait pas simplement parce que évidemment qu'on est différent, mais surtout en fait on devrait pas parce qu'on est incapable de pas totalement projeter nos propres comportements, notre propre binarité, notre propre hétéronormativité sur les animaux, alors que dans la majorité des cas, en fait, on a rien qui atteste du fait que ce n'est pas le cas chez les animaux, rien du tout. On va prendre nos mécanismes, on va prendre nos mécanismes patriarcaux, nos mécanismes sociaux, et on va essayer on va chercher ce qui correspond chez les animaux, et puis après on va valider c'est comme ça chez l'humain parce que ces animaux font ça aussi. Alors qu'on n'a aucune idée la plupart du temps de pourquoi ces animaux font ça aussi. On est à un point où il y a eu tellement de biais dans ces recherches scientifiques sur les liens entre les animaux et les humains, sur les choses qu'on peut mettre en parallèle ou pas. Il y a eu tellement de projections faites dans tous les sens qu'en fait on est face à un bordel dans lequel concrètement aujourd'hui démêler le vrai du faux, il y a des personnes justement comme des éthologues, comme des spécialistes, comme des personnes, des chercheurs, des chercheuses, des personnes qui recherchent vraiment, qui s'intéressent à ces sujets spécifiques. Eux évidemment en ont probablement une idée plus claire, mais je veux dire moi, petite meuf qui n'y connaît rien à l'éthologie, je me lancerai pas dans ce genre de comparaison quoi. Et pourtant c'est des comparaisons qu'on entend partout, que tout le monde dit à tout va, et voilà, et puis ça va les prouver avec des études scientifiques, mais concrètement l'étude c'est pas parce qu'elle a été validée, c'est pas parce qu'il y a un sceau dessus ou que sais-je, que ça veut dire qu'il y a zéro biais dans cette étude et que toutes les informations qui sont à l'intérieur elles sont exactes. Et justement dans ces domaines-là, il y a toute une remise en question qui est en cours pour essayer de démêler le vrai du faux, de qu'est-ce que... Ouais, le vrai du faux. Et pour illustrer ça, dans ce podcast, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette éthologue, elle va prendre l'exemple des orang-outans, je crois. Non, des babouins. Elle va prendre l'exemple des babouins et puis elle va expliquer que chez les babouins, la testostérone, elle a plutôt un effet en fait altruiste, parce que simplement si les babouins ils sont pas altruistes, si les babouins ils sont pas sympas, si les babouins ils se battent, et les femelles elles veulent plus d'eux en fait. Pour être un peu vulgaire on va dire, pour choper de la meuf, il faut être socialement bien vu en fait. Si socialement t'es complètement rejeté de la société, si socialement t'es mal vu, les femmes elles vont pas vouloir de toi. Enfin c'est ce qui se passe dans la société parce que tout est construit comme ça, mais en fait chez les animaux c'est pareil.
c'est pas en étant violent en fait que tu vas avoir une copine, non. Ce qui m'a vraiment marqué en fait dans ce truc là, c'est cette idée qui semble aller à contre-courant de ce qui existe dans notre société, mais qui est pourtant d'une logique, mais genre, comment on peut pas penser à ça quoi? Évidemment que tu vas attirer personne vers toi si t'es violent, genre oui on sait qu'il y a le syndrome de Stockholm et tout ça, mais à un moment donné il y a une limite, si tu me fous une baffe je vais pas devenir ton pote 5 minutes après, tu vois, plutôt on se serre la main ou on se check, mais enfin si tu me mets un pain dans la tronche, on va devenir pote, enfin... Moi ça me paraît évident, mais il semblerait que pour beaucoup d'hommes cis ce ne soit pas si évident que ça. D'autant que t'as tout ce discours aussi des mecs qui vont dire ouais mais moi je suis gentil, mais en fait les meufs elles veulent des mecs violents et puis c'est pour ça qu'elles tombent que sur des connards. Non les meufs ne sont pas attirées particulièrement par les mecs violents. Alors peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais en tout cas généralement il n'y a pas une tendance générale des meufs à aimer se faire lyncher en fait. C'est juste que c'est la plupart des hommes qui sont comme ça, et que très probablement que si tu le projettes sur tes potos comme ça et que toi tu fais l'incel en mode oh là là la misère sexuelle, moi j'ai pas de copine, c'est parce que je suis trop gentil et que non. Puis quand on voit que la plupart savent même pas ce que c'est un viol, savent même pas reconnaître ce genre de truc, enfin à un moment donné, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Bref, je me suis égarée, je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo, je sais pas si je vais le couper, bref, on continue. Ah oui, ce podcast il va parler aussi de la castration chimique, du fait que la castration chimique, en fait, dans la grande majorité des cas, c'est totalement inutile, puisque, en fait, la castration chimique, elle va supprimer la libido, mais elle va pas supprimer la volonté de domination et de violence. Et souvent, c'est ça, c'est ça qui est attirant, c'est la violence et la domination. C'est pas vraiment le sexe. Et du coup, la castration chimique, en fait, elle enlève juste une donnée, mais genre, enfin, ça suffit pas. C'est pas, comment dire, c'est pas une solution. Je vais pas parler du tout du troisième qui s'appelle Il fallait porter plainte et qui donc parle de la police, de la manière dont les femmes sont accueillies dans les commissariats quand elles veulent porter plainte, de la manière dont sont traitées les plaintes, de la réponse de la justice derrière et ainsi de suite. De toutes ces choses-là, c'est aussi très très intéressant. Il n'est pas moins intéressant que les deux autres, c'est juste que voilà, je voulais pas parler des trois non plus. Et que j'ai déjà beaucoup parlé du coup de ce podcast, mais franchement allez regarder les podcasts de mes créantes, c'est très chouette, je vous mettrai un lien dans la description. On a fait les films, on a fait les podcasts, j'ai pas regardé d'émissions, j'ai pas regardé de documentaires, enfin si, mais rien de suffisamment intéressant pour en parler, et donc on va passer au livre, parce que ce mois-ci j'ai lu. C'est vrai que j'avais pas lu le mois dernier, j'ai toujours pas fini Rêver l'obscur, dont je vous parlais dans mon tout premier bilan culturel. Alors c'est pas si vieux que ça non plus, mais bon c'était quand même il y a 2 mois. Je l'ai mis de côté. Honnêtement je sais pas si je le finirai ou pas. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Bref, ce mois-ci j'ai lu du coup Féminisme islamique. Je sais pas si vous voyez, ce sera sans doute flou, ma caméra fait pas de mise au point donc on s'en bat les couilles. Donc c'est un livre de Zahra Ali. C'est pas que ses textes à elle a compilé justement des textes de plusieurs personnes. Il y a un interview aussi à un moment donné où du coup c'est elle qui pose les questions à une personne, et donc ça s'appelle Féminisme islamique, et ça porte bien son nom en fait. Je pense que ce livre il peut vraiment être décrit comme une porte d'entrée pour s'intéresser au féminisme islamique, parce que c'est au pluriel, hein, donc on comprend bien déjà qu'il y en a plusieurs avant même d'entrer dans le livre, et ensuite quand on va lire les textes, au bout d'un moment en fait on commence à voir un peu des tendances au fur et à mesure des différents textes, au fur et à mesure qu'on commence à choper des informations un petit peu partout, on commence à se rendre compte qu'il y a certains courants différents, qu'il y a certaines idées différentes sur certains points, des désaccords, des choses comme ça. Après, quand je parle de désaccords, il n'y a pas dans ce bouquin en tout cas, hein, donc je sais pas si dans la réalité il y en a ou pas, mais en tout cas de ce que j'en connais pour l'instant, c'est pas des conflits, mais c'est juste des choses sur lesquelles elles sont pas forcément d'accord. En fait, en réalité, c'est pas que j'ai pas appris grand chose, je sais pas comment dire ça. En fait, ce que j'ai lu dans ce livre, j'en avais déjà lu des versions condensées, donc évidemment ça a permis ça a permis d'approfondir un peu, donc j'ai découvert un petit peu plus en détail certaines choses. Concrètement, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est les féminismes islamiques, lisez ce livre, il sera parfait.
Si vous avez l'impression d'avoir déjà une certaine connaissance du sujet, ben je sais pas. Probablement que si en fait, parce que je m'étais déjà pas mal intéressée au sujet, donc j'avais déjà certaines connaissances et il m'a quand même beaucoup intéressée. Et en fait surtout, il est vraiment plein de références, de ressources. Et en plus du coup d'être une porte d'entrée du point de vue de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il me donne envie en fait d'aller plus loin, d'aller chercher, d'aller lire d'autres choses sur le sujet. Il y a vraiment énormément de références, il y a vraiment énormément de ressources qui sont données, qui renvoie vers d'autres textes, vers d'autres livres et tout ça, donc je pense que c'est intéressant quand même. Voilà, ça m'a donné plein de pistes, ça m'a donné plein d'idées de prochains livres à lire. J'essaye au maximum d'alterner mes lectures féministes. J'ai envie de dire qu'avec ce qui nous est proposé, niveau référence de livres à propos du féminisme, de ce qu'on trouve vraiment dans les librairies et tout ça, ça représente bien le féminisme hégémonique. Je vais faire une vidéo sur le féministe hégémonique très bientôt, mais ça représente bien vraiment cette idée de féministe hégémonique, c'est vraiment visible en fait sur les étagères des bibliothèques. Et du coup j'essaie d'alterner un petit peu, j'essaie de... Déjà je lis pas que des livres sur le féminisme en règle générale, hein, mais j'essaie d'alterner, de pas lire... de varier vraiment au maximum mes sources de lecture, d'informations et tout ça, parce que je pense que c'est important quand même. J'ai aussi lu Lettre à Adama de Assa Traoré avec Elsa Vigoureux. En fait c'était à la fois intéressant, intelligent, émouvant. En fait c'est vraiment dramatique ce qui arrive encore à la famille Traoré. Ce que je savais de toute cette histoire-là avant de lire le livre, c'était vraiment arriver petit à petit au fil de l'actualité, au fil de chaque nouvelle sortie, chaque nouvel événement en fait dans cette chronologie. Et du coup c'était peut-être un petit peu décousu, ou alors il y avait parfois des choses que j'avais un peu mal compris, voilà. Et en fait là, ça permet vraiment de remettre les choses dans leur contexte. Et il y a plein de moments où en fait où on a des informations sur d'autres familles qui se sont battues pour avoir la justice pour un membre de leur famille, pour un de leurs fils, pour un de leurs frères. On va nous parler vraiment de différentes affaires, elle va évoquer différentes affaires, elle va évoquer comment ça s'est passé, quelle stratégie, comment ils ont ressenti les attaques de l'État envers leur famille en fait. On comprend, en fait, je pense que ce qui est vraiment important dans ce livre, c'est que si on n'a pas vraiment suivi l'histoire au cours de l'actualité, enfin au jour le jour vraiment, quand ça se passait, quand ça se déroulait, et c'est pas fini. Je pense que ce livre est très important parce que il permet de vraiment comprendre l'acharnement de l'État, du gouvernement français envers la famille Traoré. Et en fait c'est assez percutant. Je sais que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec un livre, mais vraiment j'attendais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit oh tiens je lirais bien, et puis en fait je me disais non c'est pas le moment. J'attendais de pouvoir vraiment me concentrer dans le livre, de pouvoir vraiment, enfin je sais pas, il fallait pas n'importe quel mood pour lire ce livre. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en le lisant, et vraiment je vous conseille de le lire et de l'acheter et de le lire, ou de vous le procurer d'une autre façon. Il coûte 6,50 €, c'est pas non plus... Enfin je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas se le permettre, mais si vous pouvez vous le permettre de l'acheter, franchement je vous invite vraiment à le lire, il coûte 6,50 €. Celui-là, moi je vais l'envoyer à quelqu'un pour qu'elle puisse le lire aussi, et voilà. Je pense que... En fait là je parle vraiment à chaud parce que ça fait vraiment pas très longtemps que je l'ai terminé. En fait ça m'a rappelé plein d'histoires. Ça m'a rappelé plein de choses que j'ai lues aussi dans La domination policière de Mathieu Rigouste, qui est aussi un livre très intéressant. Il faudrait que je le relise aussi. Ouais. J'ai fini, j'ai parlé de tout ce que j'ai vu et lu du coup ce mois-ci. Voilà, moi je suis un peu mitigée par rapport à tout ça, je sais pas trop quoi en penser. Et en même temps, je me rends compte que j'ai vraiment tout aimé en fait. Les livres que j'ai lus, c'était vraiment des perles. Les films que j'ai vus, il y en a un où j'étais un peu plus mitigée, mais dans l'absolu c'était des bons films. Les podcasts aussi, vraiment, enfin voilà, disons que c'était pas un mois ultra fourni, mais c'était un mois de qualité, et du coup c'est parfait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce mois-ci. J'ai testé un setup un peu différent, je pense que c'est absolument nul ce qu'il y a derrière moi, mais c'est juste que là je suis face à ma fenêtre qui est déjà pas très grande, donc je me dis que peut-être la lumière sera meilleure, que je vais peut-être avoir besoin de bidouiller un petit peu moins ma colorimétrie. En tout cas c'est ce que j'espère, on verra. Là déjà j'espère que mon micro fonctionne puisque je l'ai laissé allumer depuis la dernière fois. Là ce mois-ci, enfin le mois prochain, je me suis déjà prévu certaines lectures.
pas mal de lectures même, parce que en fait j'ai prévu de faire une vidéo où je mettrai en parallèle les écrits du coup de Peter Gelderlo, donc comment la non-violence protège l'État et l'échec de la non-violence. C'est des livres que j'avais beaucoup aimés. Alors évidemment ils sont loin d'être parfaits, il n'y a pas forcément tout qui est toujours bien référencé, il n'y a pas toujours tout qui est forcément... Enfin, évidemment il y a énormément de choses qui sont totalement idéologiques et donc qui sont pas forcément basées sur des statistiques, des faits, des machins. Mais c'est des choses en fait qui lui sont souvent reprochées, mais moi je m'en fous, c'est des livres que j'ai beaucoup aimé lire. Surtout le premier parce qu'il était vraiment plein de ferveur, d'enthousiasme. Le deuxième j'ai beaucoup aimé, mais c'était un mood vraiment très différent, il revenait très posément sur des critiques qui lui ont été faites, sur le premier livre, enfin... Je vous parlerai de tout ça, j'hésite encore à faire des lectures commentées de ces deux-là, et que je ferai comme ça en facecam sur YouTube, je ne sais pas encore, peut-être que je vais faire quelque chose comme ça. J'hésite et en fait je veux les mettre en parallèle avec une critique anarchiste de la justification de la violence, qui est en fait une compilation de plusieurs textes de réponse qui n'ont pas forcément non plus des avis tout à fait identiques, compilés par le collectif Désobéissance Libertaire. Ça là, tous les petits trucs, c'est des moments où j'ai râlé contre le livre, où j'étais vraiment très énervée et fâchée tout rouge. Bah moi je veux bien qu'on critique la violence. Si vous arrivez à me prouver que la violence ne sert à rien, on en reparle. En fait, moi ça me pose problème qu'il y ait des personnes qui pensent avoir la vérité absolue sur les moyens d'action efficaces contre des systèmes qu'on n'a jamais réussi à totalement vaincre. Alors, que tu préfères te consacrer à autre chose parce que toi, tu penses que quelque chose est plus efficace. Ça, je le conçois, ça, je l'entends, et totalement, en fait. Genre, si toi, ton truc, c'est plus de faire certains types d'actions, fais ces types-là d'actions, évidemment. On va pas demander à tout le monde d'être violent, c'est pas la question. Je suis même pas en train de dire que je le suis forcément moi-même. C'est juste que la violence a prouvé qu'elle avait des choses à donner, que la non-violence n'a pas prouvé qu'elle était suffisamment efficace pour s'en passer non plus. Donc, en fait, ça, c'est de la malhonnêteté. C'est juste de la malhonnêteté. Et là, je le dis parce que je m'énerve, parce qu'en réalité, je les ai déjà lus. Ça, c'est ce que je vais lire du coup ce mois-ci. Mais je vais vous en parler en détail, je vais tout vous dire et je vais sans doute beaucoup m'énerver et me faire un ulcère. Voilà. Vu quand je filme la vidéo, je me dis qu'il y a peut-être moyen que je réussisse à vous la poster dimanche en début d'après-midi, je pense. J'espère, c'est le but en tout cas, enfin c'est ce que j'espère. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc j'espère que vous passerez un bon week-end, que vous passerez un bon dimanche. Et qu'est-ce que je dis normalement à la fin? Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!